Bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens exclusifs de l'agence de presse sénégalaise. Avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Olivier Boucal, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Mansour. Et merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise. Oui, tout le plaisir est pour moi. En tout cas, merci de nous avoir invités. Monsieur le ministre, 8 mois après, plutôt 8 mois passés à la tête de ce département, peut-on d'emblée parler peut-être de bilan ou plutôt de votre feuille de route, en tout cas les grands axes, les grandes orientations plutôt du ministère? Oui, bilan, peut-être ce serait trop dire, parce que ça va être difficile de faire un bilan en quelques mois. Toutefois, on peut quand même tirer en tout cas quelques dossiers que nous avons pu réussir à traiter au niveau de la fonction publique. 8 mois que nous avons passés à la tête du ministère, il faut dire qu'il faut faire d'abord un bilan de ce que nous avons trouvé. Un département en tout cas qui tient sur ses bottes et qui a réussi quand même à implémenter beaucoup de choses. Toutefois, il y a toujours des choses qu'il faut revoir et il y a des choses qu'il faut accélérer et des nouveautés qu'il faut apporter. Et de ce point de vue, quand nous sommes arrivés, la première des choses qui nous intéressait, c'était de voir quel est donc le niveau de maîtrise donc des effectifs au niveau de la fonction publique et quelles sont vraiment les innovations quant aux vœux vraiment lancés par le président qui souhaitait vraiment que l'administration s'aligne vraiment sur les grands standards internationaux. Donc après le bilan, nous nous sommes rendus compte que la fonction publique peine encore à maîtriser ses effectifs puisque finalement, malheureusement, pour notre administration, il y a encore beaucoup d'autres portes ouvertes qui expliquent que la fonction publique, qui n'était pas un dysfonctionnement interne, mais malheureusement, l'administration à un moment donné a permis des pratiques qui n'ont pas permis à la fonction publique de pouvoir avoir cette maîtrise des effectifs. Donc pour cela, nous avons pensé qu'il faut corriger au plus vite, puisque la fonction première donc, de la fonction publique doit être donc, la maîtrise, puisque nous sommes la maîtrise des effectifs, puisque nous sommes le DRH groupe donc, de l'État. Nous disons donc nous sommes une direction des ressources humaines de l'État. Donc il faut nécessairement que l'on ait une maîtrise. Donc ce phénomène s'explique par la contractualisation à outrance qui s'effectue au niveau des administrations où chaque ministère se donne donc, le plaisir donc, de recruter ou de contractualiser avec des citoyens sénégalais. Donc je crois, ce qu'il faut noter, c'est que nos textes ne le prévoient pas et qu'il n'y a pas, les ministères n'ont pas vocation à faire des recrutements. Donc c'est une prérogative exclusive de la fonction publique. Donc il fallait commencer par là. Et le grand chantier que donc, nous avons mené ici, c'était donc de commencer par faire l'état exhaustif des contractuels au niveau des ministères. Ça nous a permis de découvrir que c'est un nombre important puisque nous sommes presque à 30 000 contractuels au niveau donc, de l'administration sénégalaise. C'est quelque chose à corriger puisque nous sommes en train de précariser l'emploi et ça, je crois que c'est une situation quelque peu regrettable. Il fallait aussi voir, comme je l'ai dit, quel est le niveau donc, de modernisation de notre administration. Et ça, à ce niveau également, il faut dire que tout va dans tous les sens, hein, parce que une mission aussi importante confiée au ministère de la fonction publique, malheureusement, qui n'est pas exercée de façon exclusive par le ministère de la fonction publique. Donc il y a ça et là des initiatives de modernisation des administrations et qui ne sont pas coordonnées. Donc c'est pourquoi nous avons pensé
qu'il y a, parce qu'il y a un instrument quand même qui est mis en place, qui est le CEMAP, le comité de modernisation de l'administration publique. Donc il faut redynamiser ce comité-là qui est présidé par le Premier ministre pour coordonner toutes les actions de modernisation donc, de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés en tout cas en accord avec le Premier ministre à trouver en tout cas des places de discussion, et nous pensons que en tout cas dans les semaines à venir, nous allons pouvoir aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, globalement, il faut dire qu'au niveau de la fonction publique, il y a quand même beaucoup de progrès, puisque nous avons tenu à mettre en place beaucoup donc d'actions allant dans le sens donc à faciliter l'accès aux informations, l'accès à l'information, en tout cas à nos concitoyens. Et ce qui explique aujourd'hui, nous avons mis en place un centre, on va dire, centre téléphonique qui permet donc aux citoyens de pouvoir appeler et d'avoir leur situation administrative. Et on a innové aussi avec le système de messagerie qui permet aussi aux citoyens, dès lors que vous avez un projet avec nous, qu'on vous envoie un message et vous indiquez en tout cas les étapes et la suite en tout cas de votre dossier. Donc voilà à peu près des innovations que nous sommes en train de faire. Demain, je vais lancer d'ailleurs le nouveau portail qui permettra désormais à tous les fonctionnaires, à partir de leur matricule, de pouvoir accéder à leur situation administrative. Donc il y a quand même des innovations que nous avons apportées et beaucoup d'autres chantiers que nous avons lancés et qui peut-être verront le jour dans les semaines à venir. On y reviendra de toute façon sur ces innovations en vue, mais comme vous le savez, les journalistes sont assez friands aussi de chiffres. Vous avez parlé d'effectifs. Peut-on avoir un aperçu sur les effectifs de la fonction publique de manière générale? Oui, quand on parle des effectifs au niveau de la fonction publique, il faut faire la part des choses, parce que la fonction publique n'administre pas tous les fonctionnaires. Il faut dire que nous gérons les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique. Et il faut savoir qu'il y a des fonctionnaires qui relèvent des lois spéciales et donc ils ne relèvent pas de la fonction publique, parce que soit ils sont administrés par la présidence, soit ils sont administrés par les forces armées ou par le ministère de l'Intérieur, et même par d'autres entités telles que les universités qui gèrent un personnel, qui sont aussi des fonctionnaires. Les personnels enseignants des universités sont aussi des fonctionnaires. Donc globalement, s'il faut globaliser en tout cas les effectifs de l'État, il faut se référer au fichier de la SOL, puisque in fine c'est la SOL qui paye pour tout le monde. Et de ce point de vue, nous sommes actuellement à 196 614 agents de l'État. Donc payés au titre 2 du budget. Donc voilà à peu près les chiffres que nous avons, mais qui ne sont pas seulement des fonctionnaires administrés par la fonction publique, mais je l'ai pris globalement. Et dites-nous un peu quels sont aujourd'hui les axes prioritaires de votre département pour aller dans le sens un peu de cette modernisation, pour davantage répondre aux besoins des citoyens. Il y a un vaste chantier de modernisation de l'État. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la modernisation n'a pas démarré avec nous. Ça a toujours été la préoccupation des autorités sénégalaises. Donc, pour la petite histoire, il y avait même un ministère en charge de la modernisation donc de l'État. Sauf que si vous regardez au cours de l'histoire, il y a eu des moments qui, à un moment donné, on se rend compte que on met le focus sur tel ou tel aspect. Dans les années, en tout cas au lendemain de nos indépendances, la modernisation de l'État faisait focus sur l'État de droit. Mais vers les années 80, il y a
un petit changement qui est tourné vers le désintéressement de l'État, et il fallait donc on va dire le concept de moins d'État, et donc on était dans des politiques de désengagement de l'État. Donc toutes les politiques de modernisation touchaient donc l'ajustement structurel. Mais à partir des années 2000, nous avons assisté à des changements et à des changements qui touchent plutôt les réformes financières et économiques avec les initiatives qui venaient réellement de l'UEMOA. Mais aujourd'hui, il faut dire que la réforme touche plutôt autre chose, se dirige vers l'administration et le citoyen. Parce que la volonté des nouvelles autorités, c'est que nous devons avoir une administration agile, une administration proche, mais une administration moderne qui prend en compte les aspirations de nos concitoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe au niveau de la fonction publique, nous mettons plus l'accent sur la professionnalisation même de la fonction GRH. Il faut moderniser cela pour faire en sorte que la carrière de nos citoyens puisse être gérée au mieux et de façon en tout cas consensuelle avec eux. Mais au-delà de ça, c'est la qualité même des services délivrés. Parce qu'il faut veiller à la qualité donc, des services que nous délivrons. Parce qu'un fonctionnaire travaille pour le compte donc, des Sénégalais et des citoyens. De ce point de vue, il ne faut pas qu'on oublie ce pourquoi on est là. Nous travaillons pour les citoyens, donc il faut veiller à la qualité donc, de ce service. Mais pour une meilleure qualité des services, il faut aussi réorganiser les services, simplifier certaines procédures et dématérialiser d'autres procédures. Donc voilà à peu près, en tout cas, la nouvelle version donc, de cette réforme que nous axons en tout cas sur beaucoup d'autres chantiers. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. On parle aujourd'hui d'une nouvelle loi de la fonction publique. Quelles sont peut-être les principales modifications prévues dans cette loi et peut-être leur impact direct sur les agents publics? Oui, il faut dire à partir du forum sur l'administration qui a été organisé en 2016, on a estimé qu'il faut passer vers une nouvelle loi de la fonction publique. Parce que justement, il y a des paramètres nouveaux qui sont arrivés et qu'il faut prendre en compte dans la loi qui organise la fonction publique. Il y a les nouvelles technologies qui n'existaient pas parce que nous sommes avec une loi de 61. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Il y a la gestion axée sur les résultats et il y a beaucoup de choses. Donc il fallait prendre toutes ces nouveautés et les intégrer dans la fonction publique. C'est pourquoi cette nouvelle loi de la fonction publique que nous avons entamée va justement toucher les questions qui touchent le recrutement, parce que le mode de recrutement il y a 60 ans ne peut plus être le même puisque beaucoup de choses sont arrivées et même dans le système d'enseignement, il y a des changements, donc il faut nécessairement que nous évoluions dans le mode de recrutement. Mais il faut aussi le mode d'évaluation que nous avions il y a 60 ans ne peut plus être le même puisque avec la démarche qualité, il y a de nouvelles exigences au niveau donc de tous les agents de l'État. Donc nous allons vers de nouveaux modes donc d'évaluation des agents. Mais il faut dire la nouvelle loi intègre la gestion axée sur les résultats et aussi intègre les nouvelles technologies. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui expliquent que nous devons évoluer donc, dans la loi qui organise la fonction publique. Vous l'avez tantôt évoqué, la question des recrutements. Et dites-nous un peu, peut-on s'attendre à ce qu'il y ait, entre guillemets, de probables changements et comment faire davantage pour favoriser qu'il y ait plus
d'efficacité à ce niveau-là et plus de transparence aussi. Oui, comme je l'ai dit, hein, je vous ai dit que en tout cas, ce volet est pris en charge par la nouvelle loi. Ce qu'il faut dire, là, il y a deux modes de recrutement dans la fonction publique qui existent jusque-là. Il y a le recrutement par voie de concours, mais aussi il y a le recrutement par voie indirecte, ça veut dire, bon, je vais dire sur titre, le recrutement sur titre, où on n'a pas besoin de passer un concours pour accéder à la fonction publique. Mais maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que sur le recrutement sur titre, ce qui était noté, c'est que si vous n'avez pas, et c'est ça qui est dommage, que quand tu n'as pas un parent, vous n'avez aucune chance de pouvoir accéder à la fonction publique. Il faut être fils de, oncle, neveu ou autre pour accéder à la fonction publique. Ça, c'est quand même un problème, parce que dans la Constitution sénégalaise, le principe d'égalité de tous les citoyens devant les institutions et autres est déjà posé. Donc nous ne pouvons pas poser les problèmes de cette manière-là. Il va falloir changer. Et donc à l'ère du Djouk-Djoubal, donc évidemment, il y a des méthodes qu'on ne peut plus avoir et mettre en œuvre. Parce qu'avant, le ministre de la fonction publique va aller recruter tous les concitoyens de sa localité. C'est comme pour dire que Boukal aujourd'hui aurait dit que je vais aller recruter tous les gens de Goudomp. Ça ne se passe pas comme ça et c'est des méthodes qu'on va nécessairement bannir. Et nous mettrons en place une nouvelle loi qui va encadrer désormais le mode de recrutement. Et ça, s'il faut aller par des tests, on le fera, mais de toute façon, c'est pris en charge donc dans la nouvelle loi et nous sommes en train, en tout cas, c'est mis dans le panier de réflexion et nous allons vers des changements de ce point de vue-là. L'administration sénégalaise a entamé depuis quelques années un processus de digitalisation et je sais que vous travaillez là-dessus. Dites-nous un peu peut-être quels sont les enjeux liés donc et les perspectives de cette réforme de la digitalisation du service public. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dès son premier discours à la veille de notre indépendance, avait déjà posé le principe. Et nous, on l'a pris aussi sur le volet parce qu'il faut aller vers cela si nous voulons une administration moderne. La digitalisation, à la différence de la démarche qui transforme juste un papier physique vers un papier électronique, ici la dématérialisation prend en compte beaucoup de paramètres et même les pesanteurs sociales sont pris en compte dans la démarche donc, de digitalisation. Donc nous, il faudra voir avec les Sénégalais ensemble qu'est-ce qu'il faut. C'est pourquoi dans le process, nous prenons en compte même les citoyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, la démarche c'est que le citoyen doit être au cœur de l'action sociale. C'est pourquoi vous avez vu dans nos premières actions, dans le cadre donc, de la dématérialisation, du concours que nous avons organisé, nous avons demandé aux citoyens sénégalais de venir concourir pour nous proposer des solutions adaptées à l'administration. Et sur ça, d'ailleurs, les conclusions seront délivrées bientôt sur le Govaton. Mais la dématérialisation va jouer un très grand rôle dans l'administration. Non seulement ça va rapprocher les citoyens de l'administration, puisque vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour un certain nombre de services, puisque vous pouvez rester chez vous. Donc, à partir donc, de votre smart, que ce soit le téléphone ou votre ordinateur, en tout cas si vous avez l'Internet, de pouvoir accéder à un certain nombre de services. Mais cela joue un très grand rôle puisque ça participe même à la lutte contre la corruption. Puisqu'il faut dire, dès lors que vous diminuez le contact entre les hommes, évidemment, vous êtes en train donc de lutter contre les risques ou les tentatives donc, de corruption qu'il peut y en avoir. Donc voilà à peu près ce qui explique qu'il faut nécessairement que l'administration soit tournée vers le monde digital pour
vraiment allégé, et parce que ça facilite aussi, ça réduit les délais de traitement de nos dossiers, puisque nous avons la possibilité de pouvoir aller beaucoup plus vite avec la digitalisation. Le principe est aussi assez simple. Tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que ces Sénégalais dont vous avez fait montre tout à l'heure peut-être de leur position par rapport à la digitalisation, est-ce que ces Sénégalais sont prêts à la digitalisation du service public? Oui, je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des atouts vraiment de l'effet digitalisation, on ne peut pas être en vérité contre, mais ce qui reste à faire, c'est l'implication dans le processus. L'implication dans le processus. C'est pourquoi nous, on ne conçoit plus par nous-mêmes, parce que nous avons des techniciens pour cela. On peut bien nous enfermer comme cela se faisait avant dans nos bureaux et concevoir des produits pour les citoyens. Mais on s'est dit que donc, il va falloir procéder par les méthodes bottom-up, aller vers les citoyens pour leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ça veut dire que c'est une manière donc de les impliquer dans nos process. Et c'est ce que vous avez vu avec les concours que nous organisons aujourd'hui pour faire participer aux citoyens dans ce que nous faisons. Et aussi, nous allons vers des concertations bientôt. Ça aussi, c'est pour renforcer ce que nous sommes en train de dire. Nous avons réfléchi à un certain nombre de choses qu'il va falloir implémenter au niveau de l'administration. Mais nous sommes dit qu'il faut aussi le point de vue de nos concitoyens. Et nous allons lancer bientôt des concertations nationales où la parole sera donnée aux citoyens pour leur demander leur avis sur un certain nombre de thématiques touchant l'administration. Ça veut dire qu'au sortir de là, à partir donc des conclusions de ces concertations que nous avons, avec les réflexions que nous avons déjà menées à l'interne, nous allons pouvoir concevoir maintenant désormais un autre agenda de modernisation de l'État à l'image donc de ce référentiel qui sera un référentiel national dans lequel les citoyens auraient participé. Je le disais tout à l'heure que l'administration sénégalaise y travaille depuis un certain nombre d'années. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce que l'administration elle fait bon usage peut-être des outils qui ont été mis à sa disposition? La réponse pourrait être mitigée puisque nous sommes un État pauvre, il faut le dire, avec des ressources limitées. Donc de ce point de vue, l'État fait beaucoup d'efforts pour mettre les travailleurs dans les conditions. Mais aussi un abus peut-être noté, ça et là. Ce n'est pas tous les agents de l'État qui en abusent donc des moyens mis à leur disposition. C'est pourquoi un conseil interministériel a été organisé et coordonné par le Premier ministre pour réfléchir sur un certain nombre donc, de choses pour réduire la facture de l'État. Et vous avez vu toutes les mesures sorties donc, de ce conseil interministériel qui lutte contre certains abus au niveau donc, de l'administration, notamment l'utilisation abusive de certains outils, tels des matériels les moyens électriques, les frigobars, et, les télés dans les trucs, sauf à des niveaux où c'est vraiment nécessaire. Donc l'État vient d'interdire et va réduire sensiblement la facture, puisque la pratique était allé à un moment donné où presque chaque bureau, vous trouvez une télé, vous trouvez et tous les autres matériels électriques au niveau des bureaux. Quand est-ce que les gens travaillent et ainsi de suite, sauf si c'est nécessaire. On peut à la rigueur dans une salle d'attente trouver une télé et ainsi de suite. Mais dans tous les bureaux, ça posait un problème réel et nous avons appliqué de façon stricte en tout cas les instructions donc, sorties donc, de ce conseil interministériel. Certes, on va vers des concertations nationales, dans lesquelles concertation peut-être une feuille de route sera clairement définie et élaborée, mais la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont déjà prises, au moins pour qu'on puisse aller très vite vers ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, dans les chantiers que nous avons engagés, j'ai parlé tout à l'heure donc de la nouvelle loi de la fonction publique.
Et je vous ai dit, nous voulons intégrer la dimension nouvelle technologie. Ça veut dire quoi? Ce que nous allons faire désormais va changer la manière de faire, va changer même les pratiques et va changer même les circuits. Il y a des étapes qui seront sautées, qu'on va supprimer dans les démarches et dans les process même de l'administration. De ce point de vue, il faut un changement de texte. C'est pourquoi dans les textes que nous sommes en train d'élaborer, ça prend en compte tous ces éléments-là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va moderniser l'administration tout en sachant que dans les modernisations, il y a la simplification des procédures. Et quand tu dis simplification, c'est que vous voulez réduire non seulement les délais, mais aussi les étapes par où passe un dossier administratif. Donc de ce point de vue, il y a nécessairement besoin de changer la réglementation. Et de ce point de vue, en tout cas pour ce qui concerne la fonction publique, tous ces textes-là seront revus et nous sommes en train, il y a déjà un comité et beaucoup de textes, les premiers moutures sont déjà disponibles. Il y a un fait d'actualité qui porte aujourd'hui la marque d'Olivier Boucal, même si ce n'est pas lui qui a été à l'origine, c'est le système, c'est lui qui a réactualisé ça de pointage. Après la mise en œuvre, dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que, en tout cas, quel état lié en faites-vous? Je crois que les citoyens eux-mêmes ont déjà vu les effets de ce système de pointage. Nous l'avons initié au niveau de la fonction publique, au niveau du ministère de la fonction publique, j'allais dire, puisque la fonction publique est beaucoup plus vaste que ça. Au niveau du ministère de la fonction publique, comme prototype, parce qu'il fallait d'abord éprouver notre système, puisque nous avons commandité une solution informatique pour surveiller les présences de nos agents. Et ça, il fallait éprouver le système. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le problème et la grande reproche que l'on fait souvent à l'administration, c'est que les gens ne travaillent pas. Et ça, je crois que c'est un secret de polichinelle de le dire, puisque chaque jour, quelqu'un te dit, j'ai été dans tel ou tel service, il a fallu attendre 2 heures de temps, 3 heures de temps avant de voir le préposé. Donc ce qui fait que ça pose réellement un problème dans l'administration. C'est pourquoi j'ai dit, avant même de parler de performance, puisque nous allons dans notre démarche qualité vers la signature des contrats de performance avec les travailleurs. Mais avant de parler de performance, il faudrait-il que les gens soient présents dans les lieux de travail. Vous ne pouvez pas rester chez vous ou descendre quand vous voulez. Je crois que tout le monde est d'accord que ça ne donne pas une meilleure image de notre administration. Il faut corriger. C'est pourquoi nous avons mis en place cet outil qui, en vérité, a apporté en tout cas beaucoup de choses dans l'administration, puisque dès lors qu'on l'a implémenté au niveau de la fonction, au ministère de la fonction publique, les autres administrations s'attendaient déjà qu'on aille vers eux. Et ça a amené un grand déclic. Et finalement, on s'est retrouvé avec des agents qui venaient à l'heure et qui descendaient aux heures indiquées par la réglementation. Et nous avons assez éprouvé actuellement le système, puisque ce n'est pas seulement l'audit des présences qui est recherché, mais il y a autre chose, puisque avant de démarrer, il faut être enregistré. Ça nous permet de mettre la main sur tous les agents de l'État. Et à un moment donné, le système nous permet de savoir pourquoi tel agent ne vient plus, il ne marche pas, où est-ce qu'il est, est-ce que, et ainsi de suite. Une multitude de questions, puisque nous pouvons avoir des rapports à la fin de chaque journée, ou à la fin de chaque semaine, ou mensuellement. Donc on a pu avoir, en tout cas avec ce logiciel, en tout cas des rapports qui nous permettent d'avoir en tout cas des statistiques en tout cas assez fiables. C'est pourquoi au-delà donc des présences, du contrôle des présences, mais c'est que ça nous permet d'avoir une maîtrise de nos effectifs, puisque
tous les agents de l'État, de ce point de vue, seront enregistrés. Et on le saura. Certes, au tout début, ça a fait tache d'huile, mais aujourd'hui, n'avez-vous pas le sentiment que les Sénégalais, en tout cas les fonctionnaires, sont retournés à leurs vieilles habitudes? Oui, ils pourraient être tentés, mais dans tous les cas, nous continuons à tirer les rapports et chaque fois, nous les mettons à la disposition des différents directeurs qui gèrent leur personnel. Nous leur envoyons les rapports et leur rappelons en tout cas toutes les diligences et les prédispositions qu'ils doivent prendre pour ramener ce qui continue à venir au-delà des heures de travail. Et ça, je crois que les rappels se font tous les jours. Certes, il y a des limites à ce logiciel que nous avons conçu. C'est pourquoi, puisque vous pouvez venir émarger et ressortir. Le système ne permet plus de le contrôler. C'est pourquoi nous avons évalué, on a vu les limites aussi de notre logiciel et nous avons commandité un autre qui va aller au-delà donc des limites que nous avons vues ici. Donc nous avons en tout cas une proposition d'autres solutions et avec ça nous allons les éprouver puis maintenant généraliser dans toutes les administrations parce qu'il est hors de question que des gens soient recrutés, intégrés dans les corps de l'État et qu'ils ne viennent pas travailler. Et concrètement, dites-nous, est-ce que pouvez-vous analyser l'efficacité peut-être des dispositifs actuels de gestion des présences et leur impact sur le travail? Oui, en tout cas pour ce qui concerne mon département, je peux vous dire que les résultats sont très visibles et je crois que si vous jetez un coup d'œil sur nos statistiques par rapport aux dossiers traités, et le rythme de production, vous vous rendrez compte que, en tout cas, nous avons noté sensiblement une augmentation de la production donc de nos agents. Donc nous pouvons corréler cela puisque c'est arrivé, c'est implémenté avec notre arrivée. Donc c'est pour dire que il y a vraiment un besoin notoire pour contrôler les présences des agents dans les bureaux. À moins court ou long terme, peut-on avoir un aperçu sur les grandes réformes de l'administration sénégalaise? Le chantier, il est vaste. Hein. Je vais peut-être revenir sur un certain nombre de chantiers. Ce qu'il faut dire, c'est que quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public avait deux missions. D'abord, un volet qui concerne la fonction publique en tant que telle, mais aussi un autre volet qui concerne la réforme du service public. Mais on a toujours pensé et voulu, hein, c'est comme ça que je le conçois, confiner la fonction publique à gérer que les carrières des agents. Alors que la mission, elle est beaucoup plus vaste parce que j'estime que l'on oublie souvent l'autre pan qui concerne la réforme du service public. C'est pourquoi nous avons noté une carence sur beaucoup d'instruments qui auraient pu être implémentés. Figurez-vous qu'un agent qui est recruté a besoin d'être chaque jour entretenu comme un véhicule. Hein. Et il faut assurer sa formation continue. Et ça, le Sénégal ne disposait pas d'un outil clé qui le permettait. C'était une stratégie nationale de formation continue. Ça, nous l'avons conçu et c'est déjà prêt. Nous allons bientôt lancer cette stratégie nationale-là. Mais il faut aussi, on est en train de concevoir un référentiel de compétences. Puisque, comme je l'ai dit dans la démarche qualité, il faut implémenter un certain nombre de compétences. Puisque pour évaluer quelqu'un, il faut lui dire, pour ce poste-là, il vous faut tel ou tel type de compétences que nous voulons avoir pour avoir tel résultat. Donc il faut un référentiel de compétences qui n'existe pas également avant. Donc nous sommes en train d'élaborer ce référentiel-là pour permettre aux agents d'être formés.
au jour le jour pour être aptes à pouvoir conduire les missions qui leur seront confiées. Mais également, il faut aussi des instruments pour mesurer la qualité donc, des services que nous allons délivrer aux citoyens. Et de ce point de vue, nous avons aussi conçu une stratégie qu'on appelle la charte qualité. La charte qualité va désormais implémenter des outils au sein de l'administration pour dire pour chaque dossier comment il faut le traiter et dans quel délai désormais. Par exemple, je prends l'exemple du courrier, on vous dit le courrier, quand il arrive, comment il faut le gérer. Mais pour cela, il va falloir implémenter aussi des outils donc, de traitement du courrier qui va peut-être devenir électronique, certainement, pour aller plus vite. Parce que les autres circuits, la gouvernante de Ziguinchor qui écrit au ministère de la fonction publique, ça pourrait prendre beaucoup de temps avant que le courrier n'arrive, alors que s'il était électronique. Donc c'est pourquoi vous comprenez, pourquoi quand je dis qu'il faut intégrer donc l'éthique dans la nouvelle langue que nous allons faire. Ça là, il faut encadrer tout ce que nous allons faire. Et donc dans cette charte qualité, va encadrer tous nos process et démarches que nous allons implémenter. Donc voilà à peu près des choses que nous voulons faire avec un baromètre du service public qui sert à mesurer vraiment le niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux services que nous délivrons chaque jour. Donc voilà un peu des chantiers que nous voulons mettre en œuvre tout en mettant un accent particulier sur la digitalisation. Ça, on ne peut plus, en tout cas dans une administration moderne, ne pas penser à la digitalisation. Il faut vraiment que l'on modernise nos administrations en quittant une administration physique vers une administration électronique. Monsieur le ministre, on est arrivé quasiment au terme de cet entretien. Peut-être la dernière, le projet Dooley l'administration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Dites-nous un mot, où est-ce que vous en êtes? Oui, le projet Dooley l'admin va prendre fin dans 2-3 mois. Hein. Je crois que ça finit au mois de mars 2025. Mais vous me permettez donc ici de rendre hommage en tout cas à cette coopération. Je pense qu'avec le projet Dooley l'admin, nous pouvons vraiment parler d'une coopération réussie puisque Dooley l'admin nous a beaucoup accompagnés. Je pense qu'il y a beaucoup d'instruments que j'ai cités ici, c'est Dooley l'admin qui nous a accompagnés techniquement et financièrement pour la réalisation donc, de ces projets-là, tels la stratégie nationale de formation continue, notre grand projet sur la stratégie aussi d'accueil et d'orientation, ça c'est Dooley l'admin qui finance, et même les concertations vers lesquelles nous allons, c'est Dooley l'admin. Donc nous avons en tout cas globalement un accompagnement de Dooley l'admin sur beaucoup de réformes que nous comptons faire. Et il y a également une académie que nous avons mis en place et qui aussi est de l'accompagnement. Donc c'est vraiment une coopération vraiment réussie qui malheureusement va prendre fin, mais je crois qu'on va définir ça sous d'autres formes. Voilà, mais quand même, nous saluons et nous félicitons vraiment nos amis du côté de l'Allemagne. Votre mot de la fin? Sinon, vous remercier et appeler encore les Sénégalais à beaucoup de patience, mais surtout à la coopération, puisque nous sommes en face de nouvelles autorités qui ont une ferme volonté de pouvoir changer les paradigmes, mais aussi satisfaire les besoins des Sénégalais. Donc pour cela, nous avons besoin en tout cas de l'accompagnement de tout le monde, parce que ça ne doit plus être l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas, en tout cas, si le président Diomaye réussit, c'est tout le Sénégal qui en tirerait un grand bénéfice. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Je le rappelle, merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de recevoir l'équipe audiovisuelle et digitale. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup.